Bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à présenter, à participer à ce symposium. Euh, en parlant un peu en avance avec Madame Toureau, je me rends compte que dans un certain sens, je suis un peu à cheval entre les présentations qui s'étaient faites sur les questions de définition et également sur les questions des conséquences. Et donc, c'est un peu mon intervention euh, est plutôt autour du partage de nos expériences au Canada, où on vit des dérives importantes par rapport justement au concept de négligence et de maltraitance. Donc, je vais commencer par un petit rappel en prenant en partie les commentaires d'ouverture de Madame Toureau et surtout les commentaires, l'exposition très détaillée de Madame Garret-Gloanette. Donc, je vais commencer par un petit rappel du point de départ et ensuite parler un peu au niveau plus statistique de ce qui se passe au Canada et de façon générale en Amérique du Nord par rapport au concept de négligence où le mot même négligence et ensuite les implications à la fois législatives et dans la structure des services d'intervention sont devenus de plus en plus problématiques avec une expansion du concept dans un contexte d'intervention qui met beaucoup moins l'accent autour du soutien de la famille et beaucoup plus au niveau de l'intervention judiciaire. Donc, c'est plutôt un rappel dans un certain sens de choses à considérer dans un contexte français. Et de façon générale, du côté de l'Amérique du Nord, on a tendance à penser à l'approche qu'on appelle continentale européenne comme étant une approche beaucoup plus préventive et beaucoup plus de soutien aux familles, alors que l'approche nord-américaine, anglo-saxonne, est une approche qui est beaucoup plus judiciarisée et qui est devenue très problématique. Donc, un petit bémol dans un certain sens, parce qu'on va passer de la précédente présentation, on est vraiment rentré dans les détails des conséquences des négligences que j'appellerais extrêmes sur le développement des enfants, aux dilemmes qui sont soulevés dans un contexte où on finit par mal définir et mal comprendre dans un certain sens l'objet de l'intervention. Donc, je vais partir un peu un petit rappel qui a déjà été très bien fait par rapport aux questions de caractéristique de négligence et un petit également un saut historique personnel qui est que moi j'ai commencé ma carrière comme intervenante pendant les années 80 à Toronto, justement sous la direction du professeur Steinhauer, donc très influencé par cette approche d'analyse de capacité familiale, de capacité parentale. D'ailleurs, ensuite, quand j'ai commencé mes travaux de recherche, c'était en partie avec lui également. Donc, sortant vraiment de cette tradition, où à l'époque, le concept de négligence était vraiment en train d'émerger et on cherchait à mieux comprendre à la fois la différence entre la négligence et l'abus physique et l'abus sexuel. Donc, l'accent a été beaucoup mis, surtout pendant les années 80, début 90, sur la, entre guillemets, découverte des abus sexuels. Et une grande partie de nos formations étaient beaucoup plus autour de l'abus sexuel. Et il y avait eu ce mouvement de commencer à mieux comprendre la négligence comme étant une forme de maltraitance qui avait été mal reconnue. Et des études ensuite se multiplient, on parle de plus d'une centaine d'études qui ont, pendant les années 90 jusqu'aux années 2000, qui ont vraiment mis l'accent sur comprendre les différences à la fois entre les différents types de maltraitement
et également de comprendre les effets de la négligence au-delà, ça paraît bizarre de le dire, mais au-delà des effets de la pauvreté, parce qu'il y a cette complexité de façon globale d'enfants et de familles vivant dans des contextes de pauvreté sociale, de pauvreté économique, de pauvreté surtout dans un contexte nord-américain où l'accès aux services de santé, l'accès aux services éducatifs aux États-Unis, d'où sort une grande partie de la recherche, ont un impact supplémentaire au-delà de l'effet du côté des parents. Et là, je ne vais pas refaire la liste sur les effets. J'utilise le mot caractéristique parce que j'essaye d'éviter trop un langage cause à effet parce que ça devient très problématique de faire ressortir ce qui est cause, ce qui est fait. En tout cas, ce qu'il y a, c'est des corrélations très claires entre des familles et des enfants qui ont été nommés comme étant négligés ou négligents du côté des parents et les effets sur ces enfants à tous les âges. Parmi les études qui m'ont le plus marqué, les études les plus simples où on compte simplement le nombre de mots qu'apprennent des enfants, comparer des enfants vivant dans des contextes de pauvreté extrême, des enfants qui sont sous l'étiquette négligence, les jeunes enfants ont un vocabulaire qui est à peu près la moitié du vocabulaire d'autres enfants vivant dans des contextes de pauvreté. De façon très brute et comparé aux enfants vivant dans des contextes mieux soutenus, ça passe au tiers ou au quart du nombre de mots qui sont compris. Donc, d'emblée, c'est des enfants qui sont à risque tout à fait au niveau du langage. On le sait bien au niveau émotif, c'est les enfants qui ont beaucoup de difficultés à lire le langage émotionnel des parents, des autres enfants. Dans des situations, également des tests très simples, on demande aux enfants de reconnaître des schémas visuels, des dessins de face pour voir si les enfants sont capables de décoder la différence entre une expression heureuse, une expression fâchée, une expression neutre. Les enfants qui ont l'étiquette négligée ont beaucoup plus de difficultés à lire les visages, que ce soit dans des tests utilisant des dessins ou également des tests utilisant des photos. Du côté des parents qui tombent sous l'étiquette négligente, on trouve par exemple, si on fait des observations de leur expression, de leur visage, des signes qui sont confondants pour les enfants, donc un sourire du côté des lèvres et puis des yeux qui communiquent un message différent. Donc, de tous les côtés que l'on voit chez des très jeunes enfants, chez des adolescents ou chez des adultes qui ont un historique de négligence, ou sur n'importe quel test qui est utilisé, n'importe quelle évaluation, les enfants qui ont un historique de négligence, qu'on contrôle pour la pauvreté, ou même on les compare à des enfants victimes d'autres types de maltraitement, c'est les enfants qui ressortent comme étant à plus haut risque. Du côté des parents, on retrouve également les mêmes difficultés. Et d'un côté, c'est très subtil. Je pense en particulier à une étude de Daphne Bugenthal, à la fois subtile et pas, où elle avait simplement demandé à des parents de dessiner, de faire un croquis, se dessiner et dessiner l'enfant. Et les parents, qui étaient identifiés comme étant négligés, faisaient des dessins où ils se dessinaient eux-mêmes comme étant très petits et l'enfant comme étant très grand, parce que typiquement, les enfants des parents non négligents ont tendance à dessiner l'enfant et le parent avec des tailles qui ont plus de bon sens. Donc, on ressent rapidement ces parents qui ont une anxiété par rapport à leur habilité de jouer le rôle de parent. Donc, d'un côté, je veux bien noter qu'il n'y a aucun doute, c'est des situations qui auront des conséquences à court terme, à long terme, qui sont très bien notées.
et le profil des parents, d'étude en étude, ressort comme étant des parents qui ont des difficultés extrêmes. Ce étant dit, maintenant je veux passer au côté un peu plus statistique parce que c'est là où j'ai plus d'inquiétude. Là, je vous présente c'est donc une série d'études qu'on a commencé au début des années 90, qu'on fait sur un cycle de 5 ans, où on examine les dossiers qui sont signalés à la protection de la jeunesse. Donc en 2019, on avait dans des situations qui étaient signalées et ensuite fondées au Canada, 28% des signalements fondés, c'était des situations de négligence, mais on a également des situations d'exposition à la violence conjugale, maltraitement psychologique, ensemble, négligence, maltraitement psychologique, exposition à la violence conjugale, comprend 80% des situations qui sont fondées. Et même à l'intérieur des abus physiques, plus de la moitié des situations d'abus physiques fondées au Canada sont des situations où il n'y a aucune marque sur l'enfant. Donc, c'est des situations où c'est le geste du parent ou la possibilité du geste du parent qui mène à une intervention, non pas une blessure. Donc, vraiment, c'est le contexte émotionnel, dans un certain sens, le contexte psychologique et non pas le contexte physique qui mène à l'intervention. Il y a un bon 80 à 90% des interventions au Canada et le profil similaire aux États-Unis sont des situations qui tombent sous une définition très large de la négligence. Dans le contexte canadien, donc ce qu'on inclut sous négligence, c'est les manques de supervision, négligence médicale, abandon, négligence éducative, mais également risque de négligence. C'est une des catégories qui augmente le plus rapidement. Donc déjà, s'il y a des problèmes, des défis par rapport à la définition de la négligence, c'est une première problématique. Mais si en plus de ça, vous pouvez bien comprendre que du côté du concept de risque de négligence, les définitions sont encore plus floues. Au niveau des situations de maltraitement psychologique, on inclut également manque d'affection, manque de soutien, violence verbale, donc situation d'abus psychologique, mais également de négligence psychologique. Et au niveau de l'exposition à la violence conjugale, c'est l'exposition directe, mais également l'exposition indirecte et l'exposition à la violence psychologique. Et donc, c'est pas pour douter de l'importance de ces situations, mais ce qu'on finit par avoir, c'est quand même une dérive importante. Donc, au Canada, on a près de 80 000 situations, soit de négligence, de maltraitement psychologique, d'exposition à la violence conjugale, chaque année, qui sont à la fois signalées et ensuite confirmées comme étant des situations de maltraitance. Donc, dans le contexte français, on est à peu près à la moitié de la population d'enfants. Donc, dans le contexte français, serait de l'ordre de 160 000 enfants par année qui viendraient, qui seraient retenus comme des situations de maltraitance. C'est une situation en expansion. En 98, on était à 135 000 signalements par année. Maintenant, on est à près de 300 000 signalements par année. C'est une situation où on voit un peu l'expansion des définitions. Quand j'ai commencé comme intervenant fin des années 80, l'abus sexuel et l'abus physique comprenaient plus de la moitié des situations signalées et retenues. Et les concepts d'exposition à la violence conjugale ne faisaient pas encore partie de la loi. Et le concept de risque, de négligence ou risque d'abus ne faisait pas non plus partie de la loi. Maintenant, l'abus sexuel représente, dépendant des provinces, 3 à 4% des signalements et l'abus physique
20-22%. De nouveau, je rappelle que dans abus physique, au Canada, on inclut une grande partie de ces situations sont des situations où il n'y a pas eu encore de sévices. Une des inquiétudes qu'on a avec cette expansion, c'est que de plus en plus d'énergie vont au niveau du processus de signalement, mais de moins en moins en fonction des services. Donc, on est passé d'une situation où on avait à peu près la moitié des signalements qui menaient à des services. Pardon, ça c'est la prochaine diapo. Maintenant, on est à peu près au quart, moins du quart, qui reçoivent des services suite au signalement. Donc, on a un système en Amérique du Nord qui passe énormément de temps au niveau du signalement et de l'évaluation et de moins en moins au niveau des services. Une autre chose qui nous mène à un certain questionnement, c'est dans ces études, ça c'est des analyses de signalement, on demande aux intervenants de compléter 2-3 pages d'informations et on leur demande en particulier s'il y a eu des sévices physiques notés pendant l'évaluation et s'il y avait des sévices psychologiques notés pendant l'intervention. Et à chaque fois, je veux dire qu'on continue à être surpris du grand nombre d'évaluations, de signalements d'évaluation qui se font dans des situations où aucun symptôme particulier au niveau de l'enfant, soit par rapport aux sévices psychologiques, qui sont naturellement plus difficiles à documenter, et encore moins au niveau de sévices physiques. Donc, dans des situations de cas fondés, on a 90% des situations, si on examine la question de blessures physiques, où il n'y a aucune marque, aucune blessure qui est notée. Dans les situations d'abus physique, c'est 50% des situations fondées où il n'y a aucune marque, aucune blessure. Quand il y a des blessures, c'est de façon générale, c'est des bleus. Je ne veux pas minimiser cette situation. La complexité, c'est que avec ces définitions qui deviennent de plus en plus larges, on a vraiment un mélange de situations très graves et très inquiétantes, mais également des situations où c'est des familles qui sont en besoin de soutien, mais pas nécessairement par le biais d'une intervention judiciaire. Donc, c'est cette complexité de trouver la balance entre les deux. Je veux également simplement noter quand on examine les taux de filicide au Canada, ils ne sont pas en augmentation, ils sont plutôt à la baisse. De nouveau, je ne veux pas minimiser, c'est les situations les plus dramatiques, mais c'est les situations qui deviennent très rapidement médiatisées et qui finissent par définir un peu la nature de l'intervention dans la protection de la jeunesse en Amérique du Nord. Donc, on a des systèmes d'intervention qui cherchent à minimiser le risque des situations les plus graves, mais qui représentent à peu près 0,1% des évaluations qui sont faites. Donc, ce qu'on fait de façon générale maintenant avec ces études, c'est qu'on essaie de distinguer les situations où une protection urgente est nécessaire aux autres situations. Donc, dans les situations d'incidents fondés au Canada, on a à peu près 2 à 3% de situations où il y a des blessures. On ajoute à ça toute situation où il y a abus physique d'un jeune enfant, qu'il y ait des marques ou pas. Donc, bon, ça c'est néanmoins à cause de l'âge de l'enfant, il y a un besoin d'intervention urgente. On inclut également là-dedans toutes les situations d'abus sexuels et toutes les situations de négligence d'un jeune enfant, parce que là, le risque de nouveau d'un enfant en dessous de 4 ans, surtout s'il est à l'extérieur d'un cadre de surveillance scolaire ou de service à la petite enfance, on regroupe toutes ces situations comme étant des situations où un système de protection urgente a du bon sens. Là où on a plus de difficultés, c'est à comprendre pour les autres 85-86%, pourquoi passer par un système qui judiciarise autant que ça. Sur le temps, on voit un peu la même chose. Donc, on voit que
que l'évolution du nombre de signalements et de signalements confirmés, on voit que c'est des situations autres, donc où il y a une certaine chronicité et pas nécessairement ce même sens d'urgence, qui remplissent de plus en plus les services de protection. Donc, là où on cherche à revoir un peu notre approche, c'est de faire une meilleure distinction entre les situations de protection urgente et les situations de développement compromis, de bien-être compromis. Donc, on revient, on retourne à ces concepts. On se dit, bon, Madame Garrec-Louannec, dans ses commentaires, a bien noté la problématique de l'intervention. C'est une chose de noter que on a des enfants et des parents avec des difficultés. En revanche, nos options d'intervention sont assez limitées. Et on note en particulier dans un contexte canadien, c'est un contexte un peu différent aux États-Unis, mais dans le contexte canadien, le concept de négligence a mené au placement d'un grand nombre d'enfants, mais en particulier dans les communautés autochtones où le taux de placement est 10 fois plus élevé que pour les non-autochtones. Et on a des taux de placement sous le concept de négligence qui sont vus par des communautés autochtones comme étant pratiquement un génocide culturel où les enfants sont enlevés à tellement haut rythme que les communautés finissent par perdre leur enfant. Bon, je vois que le temps file. Je veux juste Vous avez deux dernières diapos. 5 minutes à peu près encore. Parfait. Je vais juste passer à 2 diapos. Oups, ça y est, zut, pardon. Le problème quand on met, voilà. Un des problèmes qu'on a en Amérique du Nord, c'est que le concept de négligence tombe souvent sous une espèce d'idée qu'on a des risques qui deviennent de plus en plus sérieux. Donc, on a les familles à risque, ensuite on est en situation de négligence, si on n'intervient pas, ça risque de devenir des abus et ça risque à mener à des filicides. C'est un peu le modèle sous-jacent dans les lois de signalement et d'intervention en Amérique du Nord. En fait, ce n'est pas un continuum, mais c'est plutôt une série de différents types de problèmes auxquels font face ces familles, toujours dans un contexte de pauvreté. Donc, dans un certain sens, il y a déjà le premier dilemme qui est que des problèmes de violence conjugale, des problèmes de santé mentale, des enfants qui ont des troubles d'attachement, des problèmes de toxicomanie, c'est des problèmes qui peuvent se poser dans beaucoup de familles. Un problème de toxicomanie dans une famille qui a accès à beaucoup de ressources, c'est un problème qui se résout souvent au niveau de la famille, de la communauté élargie, d'autres services, d'écoles de bonne qualité. C'est quand on a cette combinaison d'un problème, par exemple, de toxicomanie, d'un enfant particulièrement vulnérable et d'un contexte où il y a une pauvreté dans la qualité des services ou un manque de services ou un stress communautaire, c'est cette espèce de combinaison toxique d'enfants à risque, de parents qui fait face à des difficultés et d'un environnement qui n'est pas qui ajoute à ce risque, qui mène éventuellement à ce qu'on finit par appeler de la négligence. Et le concept de négligence est devenu très problématique au Canada, en Amérique du Nord, à la fois parce qu'on le définit de façon de plus en plus large, mais également c'est approcher une famille, essayer de développer une relation avec une famille où le point de départ, c'est j'ai reçu un signalement et je suis en train de faire une enquête pour savoir si vous êtes un parent négligent ou pas. C'est une porte d'entrée qui a peu de possibilités de succès. Donc, on cherche de plus en plus, et là, je vais passer simplement à noter que de plus en plus en Amérique du Nord, on est en train de chercher à développer des approches alternatives
ne passe plus par la protection de la jeunesse. Je dois dire, on y arrive mal. Les États et les provinces qui ont essayé de développer ces approches qui passent au-delà de la protection de la jeunesse ont vécu certains succès par rapport à moins d'enfants placés, à un meilleur engagement du côté des services. Mais de façon générale, ce cadre définitionnel de la négligence et de la maltraitance a tellement formé l'approche, qui est devenue une approche qui est tellement judiciarisée qu'on arrive mal à revenir à une approche beaucoup plus de soutien aux familles. Bon. Je vous présente très rapidement un peu le dilemme que nous avons comme trajectoire personnelle ayant passé de l'approche Steinhauer à une approche où la négligence est devenue un terme qui mène à une judiciarisation plutôt qu'à des services de soutien aux familles. Et donc, un petit bémol à se dire, attention, en utilisant ce terme, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de décrire ces familles et ces enfants? Est-ce qu'il faites attention à ne pas laisser ce concept d'un côté s'élargir, trop s'élargir, et essayer de penser à une terminologie qui est un peu moins blâmante du côté des parents, mais qui reconnaît les problèmes auxquels ils font face. Voilà, je suis désolé pour avoir accéléré ça un peu à la fin, mais voilà, j'essaie de vous présenter un peu le dilemme nord-américain et les problèmes qu'on a par rapport à l'utilisation de ces termes.